Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils ? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée, la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus ? Est-ce même possible ? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué. Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles ? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles ? Ils sont très très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas ? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu ! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite.
Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans, une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide. Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr. Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas? Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables, à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri b. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils. Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire. Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile, et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique. Que lui est-il arrivé? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles. Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu. Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là.
Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle. Et puis, l'astrophysicien Richard Muller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement toutes échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace. Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement. Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes. Ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc. Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules.
La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes, comme la pièce manquante d'un puzzle. Ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé? Et où est-il aujourd'hui? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions deux soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie. Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait... Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur.
Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam ! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises.
Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Il pourrait abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps. Mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis. Mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Si le Soleil arrêtait de produire de la lumière, les animaux sauvages seraient les premiers à en subir les conséquences. La plupart des animaux ont besoin de la lumière du jour pour se déplacer d'un endroit à un autre, surtout dans les grandes savanes d'Afrique. Les zèbres, les gnous et les girafes, tous dépendent de la lumière pour circuler et éviter les prédateurs. Dès que le soleil se couche, ils se couchent eux aussi. Si le soleil s'éteignait soudainement, les animaux ne comprendraient pas ce qui se passe, et ils se feraient tout simplement manger par ceux qui les chassent. Les créatures nocturnes seraient tout aussi désorientées par ce changement. Les oiseaux se regroupent généralement pendant la journée. Nous ne les entendrions ni ne les verrions donc plus. Or, nous devons leur être reconnaissants. Ils mangent un grand nombre des insectes qui nous sont nuisibles. Enfin, eux et les chauves-souris. Si tu te trouves dans une région où les chauves-souris sont absentes, alors sache que ce sont les bestioles qui règnent en maître. Les températures commenceraient ensuite à baisser progressivement. Les humains en sentiraient aussi les effets. Nous sommes habitués à ce que le soleil brille au plus fort vers midi. Mais si notre astre ne nous dispensait plus sa bénéfique lumière, nous vivrions dans une obscurité totale. Nous ne ferions plus que survivre. Si le soleil s'éteignait soudainement, il ne nous resterait qu'environ 8 minutes pour profiter de sa lumière. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il lui faut pour parcourir les milliers de kilomètres qui séparent le soleil de notre planète bleue. Nous n'aurions d'autre choix que d'utiliser des lampes UV pour nos champs, mais ce ne serait pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et c'est sans parler de la baisse des températures sur la totalité du globe. Survivre serait très difficile dans les plaines. Nous serions forcés de nous réfugier dans des abris et des bunkers pour être au chaud. Les plantes ont besoin de la photosynthèse pour pousser. Sans elles, nous n'aurions pas de récolte. Le pain n'existerait plus puisqu'il est fait de blé. Même les algues dans les océans, notre plus grande source d'oxygène, se développent grâce à la photosynthèse. Cela signifie que les niveaux d'oxygène commenceraient à baisser également. Comme les lacs, les océans et les mers, commenceraient aussi à manquer de l'oxygène nécessaire à la vie aquatique. L'une de nos principales sources de vitamine D est le soleil. Il y a d'autres façons de l'obtenir, mais le soleil est le meilleur moyen et le plus pratique. Sans culture ni végétation, les herbivores consommeraient très vite les dernières herbes et les dernières feuilles, et il manquerait bientôt fatalement de nourriture. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour nous aussi, les humains, car nous dépendons des animaux pour vivre. Des vaches, des chevaux, des moutons, et ainsi de suite. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Bien sûr, les océans resteraient chauds pendant un certain temps, mais finalement, ils se refroidiraient et gèleraient. La Terre est une planète dont le noyau de fer produit des quantités considérables de chaleur. Mais cela ne serait pas suffisant pour nous garder au chaud. Notre première mission, ce serait de trouver un bon refuge à l'abri du froid. Si cela se produisait du jour au lendemain, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas les bunkers nécessaires à un tel scénario. Mais peut-être que regarder cette vidéo t'aura incité à en construire un. Ton abri devra fournir de la chaleur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et être équipé de lampes UV pour cultiver des plantes. Toutes les installations fonctionnant à l'énergie solaire seraient choses du passé. Il nous faudrait porter des combinaisons spécialement conçues pour nous aventurer à l'extérieur. Comme il ferait très sombre, nous devrions être munis de lampes puissantes ou de lunettes de vision nocturne afin de ne pas nous égarer. Les terres seraient dévastées. Les créatures nocturnes, capables de supporter des températures glaciales, en deviendraient les maîtres. Les structures mêmes s'effondreraient avec l'épuisement de l'oxygène. Le béton en a besoin pour se conserver. Dans les bunkers aussi, l'oxygène serait limité. Il faudrait déraciner de nombreux arbres et les placer sous nos lampes UV afin qu'ils nous fournissent un air respirable. Et dans le meilleur des cas, tout un écosystème souterrain verrait alors le jour. Les océans, à la surface, finiraient par geler.
Récupérer des ressources naturelles au fond de l'océan, comme le gaz ou le pétrole, serait impossible. Cet immense objet, qui était autrefois une étoile brillant de tous ses feux, flotterait toujours dans l'espace. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait du jour au lendemain? Eh bien, à peu près la même chose, mais en bien pire. Le Soleil est le plus grand objet céleste de notre système solaire et il maintient toutes nos planètes alignées. Elles orbitent autour de lui et restent bien tranquilles à leur place. Sans cet objet stabilisateur, les planètes se mettraient à errer, vagabondes. Il se pourrait même que des collisions se produisent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans le Soleil, le système entier se désarticulerait et les plantes seraient condamnées à flotter au hasard à la recherche d'une nouvelle étoile autour de laquelle graviter. La Terre pourrait être l'une de ces planètes. Notre planète serait quand même plongée dans l'obscurité. Nous voyagerions dans l'espace à une vitesse exceptionnelle. La Terre ne tournerait pas sur elle-même et de nombreux objets viendraient s'écraser sur nous. Nous serions dans la trajectoire des comètes et elles seraient probablement nombreuses à nous percuter. La menace du froid ne serait plus si importante. Mais le danger serait tout autour de nous. Cela signifie que nous devrions creuser nos bunkers encore plus profondément. Nous n'aurions plus d'atmosphère pour nous protéger. Nous flotterions dans l'espace pendant une éternité. Mais revenons à ce scénario dans lequel le Soleil s'est tout simplement éteint. Ne t'inquiète pas, notre planète serait toujours en orbite autour de son astre avec les autres planètes. Les températures continueraient à chuter jusqu'à ce que plus rien ne puisse survivre à la surface. L'obscurité serait totale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seules certaines bactéries et éventuellement des tardigrades seraient en mesure de survivre. Les tardigrades sont des créatures microscopiques qui peuvent rester en vie dans presque n'importe quelle condition, y compris dans l'espace. Finalement, l'oxygène serait absent de la surface de la Terre et il n'y aurait plus rien là-haut à part eux. Comme ils seraient les créatures dominantes, et peut-être même les seules, ils parviendraient à évoluer, à grandir et à donner naissance à de nombreuses autres espèces. Des centaines de milliers d'années dans le futur, les humains auront peut-être évolué en s'adaptant aux conditions souterraines. Nos yeux seront beaucoup plus grands afin de capter le plus de lumière possible. En l'absence du soleil, notre peau aura perdu toute pigmentation. Notre ouïe sera aussi beaucoup plus sensible, car les échos sont nombreux dans les souterrains. Notre intellect sera intact et nos corps seront enfin prêts pour la surface. La principale menace, ce seront les tardigrades géants qui régneront paresseusement à la surface. Sous un microscope, ils ont l'air plutôt mignons, mais imagine-les de la taille d'un ours polaire. Ne prendrais-tu pas tes jambes à ton cou si tu en voyais un dans ton jardin ? Ils peuvent vivre n'importe où, donc ils pénétreraient dans les bunkers de temps en temps. Ils deviendraient méchants et se présenteraient sous différentes tailles et sous diverses formes. À ce stade, les humains ne seraient plus l'espèce dominante, étant restés cachés sous terre pendant si longtemps. Les tardigrades, formant différentes tribus, se livreraient des guerres. Les grandes villes, autrefois animées, abriteraient ces oursons d'eau géants. On donne communément le nom d'ourson d'eau aux tardigrades, car ils ressemblent un peu à de petits ours. Mais ces bêtes à 8 pattes seraient en réalité bien plus grandes. Les ours et la plupart des animaux auraient été anéantis. Sous la glace, certaines créatures des profondeurs prospéreraient et se seraient rapprochées de la surface. Ces animaux étaient déjà habitués à vivre dans l'obscurité, loin du soleil. Mais après avoir dominé les eaux pendant des milliers d'années, ils auraient atteint des proportions énormes. Certaines de ces créatures s'adapteraient et ramperaient sur la terre ferme. Même sur un sol gelé, elles trouveraient le moyen de se frayer un chemin. Les humains, quant à eux, créeraient de grands canaux et réseaux souterrains, construisant des villes et des colonies. Nous dominerions ces tunnels et nos mains et nos pieds prendraient la forme de grandes palmes. Nous prendrions le contrôle de tout ce qui se trouve sous terre et resterions l'espèce la plus intelligente. Nous parviendrions à conserver toutes nos anciennes œuvres d'art, ainsi que les dossiers qui nous rappelleraient notre passé sur Terre. Nous nous efforcerions de survivre coûte que coûte. Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil. Environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario.
La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre exotère, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'exotère. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? À quoi ressemblerait la vie ? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait ? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître. Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème ? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite Terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison.
Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton ? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite ? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes ? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné ? Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi.
Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ses cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil,
Le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile. Il n'y a qu'une seule étoile dans notre système solaire, le Soleil, et toutes les planètes tournent autour de cette étoile. Mais il y a aussi des systèmes où une planète tourne autour de 2 soleils. Par exemple, Kepler 16b. C'est un endroit inhospitalier et froid, composé pour moitié de roches et pour moitié de gaz. Mais le plus intéressant est que si tu visites cette planète, tu verras 2 couchers de soleil. Et tu auras 2 ombres. Mais les astronomes semblent avoir trouvé quelque chose de plus rare et de plus bizarre encore. Il pourrait y avoir une planète qui tourne autour de 3 étoiles à la fois. Le système stellaire GW Orionis est à environ 1300 années-lumière de notre planète. Il est composé de 3 anneaux orange. Ils sont constitués de poussière et emboîtés les uns dans les autres. Au centre de ce système, tu peux voir 3 étoiles. 2 de ces étoiles sont binaires. Cela signifie qu'elles sont en orbite l'une autour de l'autre. La 3e étoile tourne autour d'elle. Les scientifiques ont découvert que les 3 anneaux sont mal alignés. L'anneau le plus interne oscille largement dans son orbite, et l'anneau le plus extérieur a une inclinaison de 38 degrés.
Les astronomes ont donc élaboré deux théories. La première théorie dit que la rupture de ces anneaux s'est produite parce que 3 soleils ont créé une torsion au centre du système entier. Le torque est une force gravitationnelle qui agit toujours vers le centre. Mais quelques temps plus tard, cette théorie a été écartée. Il n'y avait pas assez de turbulences dans ces anneaux pour que cette théorie fonctionne. La deuxième théorie prétendait que ce phénomène se produisait parce qu'une planète s'était formée à l'intérieur de l'un de ces anneaux. Une jeune planète pourrait affecter l'équilibre gravitationnel du système à 3 anneaux et être la raison pour laquelle ils étaient si éloignés les uns des autres. Il y a un écart particulier dans le nuage de poussière. D'après sa taille, la planète dont nous parlons doit être une énorme géante gazeuse de la taille de notre Jupiter. Tous les objets de l'espace ont été formés grâce à la gravité qui a rassemblé la matière. S'il y a la moindre rotation au départ, le taux de rotation augmente avec le temps, surtout lorsqu'un objet commence à s'effondrer. C'est pourquoi tous les objets spatiaux tournent, y compris les particules de poussière et même les trous noirs. Les trous noirs perdent leur masse à cause d'un phénomène appelé rayonnement de Hawking. Leur horizon des événements se réduit, mais ce processus est très lent. Oh, au fait, l'horizon des événements d'un trou noir est un point de non-retour. C'est comme une frontière qui entoure un trou noir. Et rien, y compris la lumière et le rayonnement, ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi cette limite. Un trou noir moyen aurait besoin de milliards de fois l'âge de notre univers pour disparaître complètement. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait aussi contenir un trou noir supermassif. Mais nous ne sommes pas en danger. L'un des grands trous noirs les plus proches se trouve très probablement à 20 000 années-lumière. On peut observer sans risque les effets créés par les trous noirs à distance. Les problèmes commencent lorsque l'on s'approche trop près, en raison de leur force gravitationnelle ahurissante. Les galaxies peuvent se consumer les unes les autres, ce qui est l'une des façons dont elles évoluent au fil du temps. Notre plus proche voisine s'appelle Andromède, et elle est actuellement en train de grignoter l'une de ses galaxies satellites. Dans le passé, Andromède en a mangé au moins 2 autres. De nombreux amas d'étoiles sont éparpillés dans notre galaxie. Andromède a dû voler ses étoiles à d'autres galaxies. Les scientifiques ont finalement réussi à identifier ces étoiles. Ils ont retrouvé leurs traces dans des fusions de galaxies qui se sont produites il y a des milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années, notre galaxie a aussi subi une collision. C'est pourquoi aujourd'hui, son halo n'est pas comme celui des autres galaxies spirales. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait de plusieurs petites collisions, mais ils ont ensuite réalisé que la plupart de ces objets spatiaux dans la Voie lactée provenaient d'une seule et même source. C'est avec une autre galaxie que la Voie lactée est entrée en collision. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède pourraient entrer en collision, mais il est peu probable que cela se produise dans les 4,5 milliards d'années à venir. Les neutrinos sont des particules électriquement neutres qui sont si puissantes qu'elles peuvent traverser des kilomètres et des kilomètres de plomb et rien ne les arrêtera. Certains d'entre eux traversent ton corps au même moment où tu regardes cette vidéo. Les neutrinos se forment à la fois dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles vivantes et dans les explosions de supernovas lorsque les étoiles s'éteignent. Ces particules n'ont pratiquement pas de masse. Il leur faut moins de 3 secondes pour atteindre la surface du Soleil. Et ensuite, elles peuvent atteindre notre planète en seulement 8 minutes. La planète TOI 1231b est à environ 90 années-lumière de la Terre. Elle est similaire à notre Neptune. C'est une géante gazeuse. Mais le plus intéressant est que cette planète est susceptible d'être riche en atmosphère. La planète est plus de 3,5 fois plus grande que la Terre et un peu plus chaude que ce à quoi nous sommes habitués, 57 degrés Celsius. Elle tourne autour d'une étoile naine rouge, bien plus petite que notre Soleil. Mais cette étoile est aussi beaucoup plus vieille. Une année sur cette planète ne dure que 24 jours terrestres. Même si la planète est proche de son étoile mère, elle reste relativement froide. Les astronomes pensent avoir observé des nuages dans l'atmosphère de la mystérieuse planète et peut-être même de l'eau. Ce système d'étoiles et de planètes s'éloigne de la Terre assez rapidement. C'est pourquoi les scientifiques ont facilement détecté des atomes d'hydrogène qui s'échappaient de l'atmosphère de la planète. Ouais, ça veut dire que la planète pourrait même avoir une queue. Un trou blanc hypothétique est un objet spatial bizarre qui est l'opposé d'un trou noir. Il est très lumineux et a été évoqué pour la première fois par Einstein dans sa théorie de la gravité. Le plus souvent, les scientifiques parlent des trous blancs dans le contexte des trous de verre. Selon une théorie, un trou noir est comme une sorte de point d'entrée dans un tunnel qui te fait traverser l'espace et le temps. Dans ce cas, un trou blanc pourrait être une sortie située quelque part ailleurs dans l'univers.
D'un autre côté, les trous blancs ne doivent pas nécessairement être des sorties de vortex. Ils pourraient également être une reproduction au ralenti de la façon dont les trous noirs originaux se sont formés. La formation d'un trou noir commence donc par une vieille étoile géante. Après s'être effondrée sous son propre poids, elle se transforme généralement en trou noir. Mais parfois, les processus quantiques ne transforment pas une étoile en trou noir. Au lieu de cela, ils créent un trou blanc qui recommence à cracher la matière de l'étoile d'origine. Mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Certaines planètes, comme Mars et Vénus, ont un climat assez intense avec des grosses tempêtes. Il semblerait qu'un ouragan spatial de la même intensité soit déjà passé sur Terre. Il s'agissait d'une masse d'air tourbillonnante d'environ 1000 km de large. Des satellites ont repéré l'ouragan à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord, quelque part dans la haute atmosphère de la Terre. Cet ouragan ne faisait pas pleuvoir de l'eau, mais des électrons. Il a duré près de 8 heures avant de s'effondrer. Il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est possible que des océans se cachent sous la surface des lunes qui entourent Uranus. Les scientifiques ont également étudié les océans d'Europe, la lune de Jupiter et d'Encelade, la lune de Saturne. Ces océans sont cachés sous la croûte glacée de ces lunes. Uranus a 27 lunes. 5 d'entre elles sont particulièrement grandes. Il s'agit d'Imbriel, Titania, Oberon, Miranda et Ariel. Dans les années 1980, lorsque Voyager 2 a envoyé des images de ces 5 lunes, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient beaucoup de cratères et étaient composées de glace et de roches. Les images que les astronomes ont obtenues alors ont également montré des signes d'eau liquide. Elles jaillissaient des profondeurs des lunes et gelaient à la surface. L'une des explications les plus plausibles était des océans sous la surface. Lorsqu'une lune se déplace autour d'une planète, le champ magnétique de cette dernière l'attire. C'est ainsi que la Lune reste dans son orbite. Cette attraction génère un courant électrique qui se transforme en un champ magnétique. On appelle cela un champ magnétique induit. Et les océans souterrains pourraient être la raison pour laquelle ce champ induit peut être produit. Saturne est connu pour ses célèbres anneaux, mais Neptune, Uranus et Jupiter ont également des anneaux. En même temps, Saturne a quelque chose de vraiment spécial que nous n'avons jamais vu sur aucune autre planète. C'est cette énorme tempête hexagonale qui se déplace autour du pôle nord de la planète. Chacun de ses côtés fait presque 11 000 km de long. C'est une zone si grande que nous pourrions mettre presque 4 terres à l'intérieur. D'après les images thermiques, cette configuration hexagonale de nuages descend dans l'atmosphère de Saturne sur environ 100 km. La planète se cache derrière d'épais nuages et la lumière du Soleil ne peut pas les traverser. C'est pourquoi les astronomes ne peuvent pas voir ce qui s'y passe exactement. Mais il existe des théories. Saturne est une géante gazeuse. Quand le gaz à l'intérieur de la planète se réchauffe, il sort un peu plus loin. D'énormes quantités d'énergie sont libérées avec ce gaz, ce qui le fait monter, se dilater et perdre en densité. Les mêmes processus provoquent des ouragans et des tornades sur notre planète. Sur Saturne, des gaz tourbillonnants sortent de la zone de haute pression située dans les couches extérieures de Saturne. Et ces gaz déclenchent une puissante tempête avec une forme assez inhabituelle. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les 2 étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments.
Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient 2 soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes. Mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption.
Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera, et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.